BFM Business. BFM Bourse, partageons nos valeurs. Et nous sommes avec Steven Prévost, gérant analyste à la Finance Responsable. Bonjour. Bonjour. Alors, l'ISR dans votre groupe, c'est quoi exactement ? C'est un mot très à la mode, hein, évidemment, on en parle beaucoup dans cette émission. C'est quoi concrètement chez vous ? Alors, le métier d'ISR chez la Finance Responsable consiste à sélectionner des entreprises de croissance et de qualité qui vont être positionnées sur des tendances porteuses. L'analyse d'une valeur dure environ 1 mois, voire 2 mois pour les cas les plus complexes, et elle s'articule autour de trois axes. Le premier est un axe stratégique. Ici, on n'invente rien, on se base sur les travaux de Michael Porter, les stratégies génériques de Michael Porter. Donc on segmente l'entreprise en fonction de ses domaines d'activité stratégiques. Nous essayons de détecter ses facteurs clés de succès, ses avantages concurrentiels, et nous la positionnons sur son échiquier stratégique. Ensuite vient une analyse extra-financière, sur 3 volets. Le premier volet consiste à s'assurer que l'entreprise n'enfreint pas nos 5 critères d'exclusion. Deuxièmement, nous allons essayer de savoir si l'entreprise prend en compte ses impacts environnementaux et sociaux sur sa chaîne de valeur et si elle met en place des actions correctives. Et la spécialité de la finance responsable sur l'analyse extra-financière va être de chercher dans les données extra-financières quantitatives, sociales et environnementales une validation de l'analyse stratégique. Nous n'allons pas regarder les mêmes indicateurs extra-financiers dans une entreprise de technologie de semi-conducteurs, par exemple, que dans une société automobile. Alors, pardonnez-moi, vous avez parlé de critères d'exclusion. Oui. Qu'est-ce qui est rédhibitoire ? On peut en prendre un, par exemple. Nous allons vérifier que l'entreprise n'a pas eu d'infraction avérée aux droits de l'homme les 3 ou 4 dernières années. Ça, c'est un critère important. D'accord. Nous allons regarder si les licenciements que pratique l'entreprise sont toujours accompagnés au-delà de ce qui est légalement prévu, par exemple. Nous avons, pour un troisième exemple également, un critère d'exclusion sur les liens directs et indirects avec les bombes à sous-munitions et les mines antipersonnelles, par exemple. D'accord, très bien, au moins c'est clair, c'est concret. Alors parmi les entreprises que vous avez sélectionnées, la première d'entre elles, c'est Kering. Quels sont vos arguments là-dessus ? Alors, donc pour un petit rappel, Kering, deuxième groupe de luxe français, 13 milliards d'euros de chiffre d'affaires cette année. Les marques principales, Gucci, Saint-Laurent, Balenciaga et Bottega Veneta. En matière de stratégie, ce que l'on note, premièrement, c'est la capacité du management de l'entreprise à sélectionner les bons directeurs artistiques pour les maisons qui sont en difficulté. Au-delà de la performance opérationnelle très impressionnante de Balenciaga et Saint-Laurent, on a eu les nominations de Alessandro Michele chez Gucci en 2015. On connaît le succès commercial de l'entreprise depuis, enfin de la maison depuis. Et plus récemment, la nomination de Daniel Lee chez la maison Bottega Veneta. Cette stratégie s'articule aussi sur une stratégie commerciale assez agressive envers les millennials et les consommateurs chinois. Et dans la stratégie que l'on arrête ici, sur la stratégie commerciale, nous allons chercher dans la partie extra-financière des indicateurs qui vont venir valider cette analyse. Si on prend l'analyse sociale, par exemple, et qu'on compare les indicateurs au groupe LVMH, la moyenne d'âge est équivalente. On n'a pas trop d'informations sur la moyenne d'âge. Par contre, si on creuse un peu plus loin et qu'on va dans la répartition des effectifs, on se rend compte que 66% des effectifs du groupe Kering sont âgés entre 25 et 40 ans, contre 55% chez le groupe LVMH. Ce qui veut dire que les 2 tiers des effectifs de Kering sont de la génération des millennials. Ça, c'est un premier argument qui vient valider la stratégie commerciale du groupe. Le deuxième argument sur l'aspect social, c'est l'ancienneté des collaborateurs. Elle est plus faible chez Kering que chez LVMH. Les effectifs sont renouvelés plus vite, sont maintenus plus jeunes et ça vient encore une fois valider la stratégie de l'entreprise. Et du point de vue de l'environnement, l'impact de Kering, c'est quoi concrètement ? C'est le point le plus intéressant. Kering aujourd'hui est très avancée sur le reporting environnemental puisqu'elle met à disposition des investisseurs ce qu'elle appelle un compte de résultat environnemental. Ça va plus loin que le simple reporting environnemental qui vous dit sur un périmètre groupe les émissions de gaz à effet de serre et les consommations d'énergie par exemple. Ici, le compte de résultat environnemental, ça va jusqu'aux fournisseurs et aux sous-traitants et ça va traduire l'impact social et environnemental de l'entreprise en termes chiffrés monétaires. Et ça, par rapport à la moyenne du secteur, c'est au-delà, on va dire. Disons qu'aujourd'hui, on n'a pas de comparable puisque Kering est le seul acteur du secteur à fournir des données extrêmement précises sur un compte de résultat environnemental. C'est d'ailleurs un des seuls acteurs en France qui propose ce compte de résultat environnemental. Ils sont très avancés sur le sujet.
Et d'ailleurs, l'acteur nous dit en 2018, mon impact, c'est 520 millions d'euros sur l'environnement. C'est extrêmement important pour un groupe comme Kering puisque ça lui permet de cibler précisément, localement, où sont ses impacts environnementaux et sociaux et de mettre en place des actions correctrices. Alors, en quelques mots, vous avez une autre valeur dans votre scope, c'est Biomérieux. Quels sont les arguments ? Alors, Biomérieux, en termes de stratégie, c'est l'entreprise qui va dépenser le plus en recherche et développement de son secteur d'activité. Ce qu'on va aller chercher dans les informations sociales, ça va être la capacité de l'entreprise à retenir ses talents. C'est le point clé pour nous. Si on regarde les données sociales, on va d'abord regarder le salaire des employés, qui est pour nous un facteur de rétention important. Il est de 60 000 euros en moyenne, ce qui est supérieur à son concurrent direct Diasorine. Et si on creuse un petit peu cet aspect de rémunération, on se rend compte que l'entreprise cible en interne ce qu'elle appelle des global leaders, des personnes à haut potentiel qu'elle va rémunérer de façon plus intense que la moyenne des employés. C'est-à-dire qu'elle va faire des attributions d'actions gratuites et ce qui va permettre d'avoir un engagement des collaborateurs plus important. D'accord. Elle note que 98% de ces global leaders restent dans l'entreprise, ce qui nous conforte dans l'analyse stratégique du groupe aujourd'hui. Et du point de vue de l'environnement ? Sur l'environnement, j'ai un chiffre à donner, 20%. C'est l'engagement qu'a pris le groupe depuis 2015 sur la réduction des consommations d'énergie, de CO2 et des consommations d'eau. Pourquoi c'est important de la part du groupe Biomérieux de s'engager sur l'environnement ? On a la conviction chez la financière responsable qu'un acteur qui s'engage en termes environnementaux et en termes sociaux sera plus à même d'engager ses collaborateurs et c'est ce qu'on recherche chez Biomérieux. On veut de l'engagement, de la rétention des talents et c'est aujourd'hui ce qui conforte notre conviction sur le dossier. Biomérieux et donc Kering. Merci. Exactement. Steven Prévost, gérant analyste à La Finance Responsable. L'ISR, toujours au cœur de nos préoccupations dans BFM Bourse. Restez avec nous. Dans quelques instants, il sera 16h30 déjà. 1 heure de cotation sur les marchés américains. On va rejoindre Sabrina Cagliozzi. À tout de suite. BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.